Comment une entreprise peut-elle encaisser une taxe douanière, on parle d'une taxe punitive de 27% là sur ses produits, et continuer à générer des profits massifs là où n'importe quel concurrent ferait faillite en quelques semaines? Ouais, c'est la grande question. Et la réponse, en fait, elle se trouve pas du tout dans une usine d'assemblage dernier cri. Non, c'est ça qui est fou. Elle se trouve au beau milieu de l'océan, sous la forme d'un espèce de monstre d'acier de 88 000 tonnes. Bienvenue dans ce nouveau décryptage, tout le monde. Aujourd'hui, on change complètement de perspective. Exactement. On quitte la terre ferme pour analyser ce qui est en train de littéralement redessiner la carte du commerce mondial. Le navire BYD Shenzhen. Et franchement, je suis bluffé par ce sujet. L'objectif de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de comprendre cette mécanique complexe. Comment un simple constructeur automobile arrive à changer complètement les règles du jeu. C'est clair, parce qu'il s'agit plus seulement de fabriquer des voitures de façon efficace, quoi. Il s'agit de s'affranchir totalement des contraintes logistiques mondiales. En gros, ils deviennent un véritable titan du transport maritime. Et le timing de cette discussion est vraiment parfait. On est en août 2026 et c'est précisément en ce moment que ce fameux navire, le BYD Shenzhen, opère à plein régime en service actif. Ouais, c'est vraiment l'aboutissement d'un très long processus. Son tout premier voyage inaugural, c'était il y a plus d'1 an, le 22 avril 2025. Et un truc important à noter, c'est que le Shenzhen, c'est déjà le 4e navire de transport construit par l'entreprise. Le 4e, ouais. Parce que pour dominer un marché à l'échelle planétaire, ton infrastructure, elle doit être à la hauteur de ton ambition. Et les proportions de ce navire, franchement, elles défient l'imagination. C'est le moins qu'on puisse dire. Les dimensions de cette infrastructure flottante sont juste sans précédent. Le BYD Shenzhen détient actuellement le record absolu du plus grand transporteur de voitures en service actif. Et on parle de quoi niveau taille? On parle d'un navire qui mesure 220 mètres de long. 220 mètres? Attends, c'est largement plus grand que 2 terrains de foot mis bout à bout, ça. Exactement. Et la largeur est tout aussi étourdissante. On est sur 37,7 mètres. Ah ouais. Pour que ceux qui nous écoutent visualisent un peu le truc, ça veut dire qu'on pourrait aligner 18 voitures côte à côte, juste sur la largeur du pont. C'est ça. Et pour vraiment saisir cette évolution fulgurante, en fait, il faut regarder un peu en arrière. Il y a à peine quelques années, le titre du plus grand navire de transport appartenait à un vaisseau qui faisait 200 mètres de long pour 36,5 mètres de large. Ce qui est déjà énorme pour le coup. Grave. Il avait 14 ponts superposés et sa capacité maximale, c'était de 8500 voitures. À l'époque, on voyait ça comme une prouesse technique inatteignable. Ouais, mais le Shenzhen, du coup, il rend ses chiffres complètement obsolètes. Il n'a pas 14 ponts, il en a 16. Et sa capacité totale, elle atteint le chiffre vertigineux de 9200 véhicules. 9200, ouais. En fait, c'est comme si on prenait un parking souterrain colossal, qu'on l'étirait sur 16 étages et qu'on le faisait naviguer sur des mers agitées. Mais il y a un truc qui me laisse sans voix niveau logistique. Le chargement, j'imagine? Bah oui, il n'y a qu'à voir le fonctionnement d'un port normal, c'est souvent un goulet d'étranglement. Comment, techniquement, tu arrives à charger et décharger 9200 voitures dans un bateau sans créer le plus gros embouteillage du monde? Un truc qui durerait des semaines, quoi. C'est le cœur du défi, je suis bien d'accord. Si on utilisait des méthodes traditionnelles, genre des grues portuaires pour soulever chaque voiture une par une et la déposer dans la cale, L'enfer. ça prendrait minimum 3 à 5 minutes par véhicule. Tu multiplies ça par 9200, on parle de dizaines de jours d'immobilisation au port. Et on sait que dans le transport maritime, un navire à quai, c'est un navire qui perd énormément d'argent. C'est exactement ça. Donc la solution, elle se trouve dans l'architecture même du navire. Il est conçu selon le système RORO. Ça s'écrit R-O-R-O pour Roll-on, Roll-off. Ce qui veut dire littéralement rouler pour entrer, rouler pour sortir. C'est ça. C'est pas des navires de charge conventionnels, faut plutôt les voir comme des terminaux routiers flottants. Ils ont d'immenses rampes intégrées directement à la proue, donc à l'avant, et à la poupe à l'arrière. Ah ok, donc les voitures entrent directement en roulant. Voilà. Avec ce système de conduite directe, les voitures sont conduites une par une à la chaîne pour entrer et sortir. Le flux est ininterrompu. C'est carrément une autoroute interne en collimation, tu vois, qui traverse le 16 ponts. D'accord, donc ça permet de charger des milliers de véhicules super vite et surtout indépendamment de la météo, parce qu'un coup de vent, ça paralyserait direct des grues. Exactement, c'est une chorégraphie d'une fluidité incroyable. Attends, pour supporter une densité pareille, parce qu'on parle de milliers de voitures en métal, les specs techniques doivent être folles. On est sur un tirant d'eau de 9 mètres. 9 mètres, donc c'est la profondeur de la coque qui est sous l'eau. C'est ça.
indispensable pour stabiliser un déplacement maximal d'environ 88 000 tonnes. 88 000 tonnes. Et malgré ce poids de malade, le navire atteint une vitesse de pointe de 18,5 nœuds. Et c'est là que j'ai un vrai point de friction, je t'avoue. Je sens en venir le paradoxe écologique. Mais grave! Déplacer 88 000 tonnes d'acier à travers le globe, ça demande une combustion d'énergie faramineuse. Il n'y a pas une hypocrisie fondamentale là-dedans. Enfin, c'est un non-sens absolu de brûler des quantités industrielles d'énergie fossile pour transporter des véhicules électriques, soi-disant fabriqués pour sauver la planète, non? Bah écoute, c'est une critique parfaitement légitime. Et je suis d'accord, c'est le talon d'Achille de toute chaîne d'approvisionnement mondiale liée aux énergies nouvelles. Surtout que l'industrie maritime, c'est hyper polluant de base. Historiquement, ouais, c'est l'une des pires. Ils utilisent souvent du fuel lourd, qui est super épais, bon marché, mais bourré de soufre. Sauf que c'est précisément là que l'ingénierie du Shenzhen devient super intéressante. Il a été conçu dès le départ pour être le transporteur le plus respectueux de l'environnement de sa catégorie. Ah bon? Comment ils font ça? Avec 88 000 tonnes? Il n'utilise pas juste du fuel lourd. Il est propulsé par un système hybride vachement sophistiqué. Un système hybride? Attends, genre comme sur une voiture de ville? J'ai du mal à imaginer qu'on puisse appliquer ça à un monstre pareil. L'échelle est évidemment différente, mais le principe de dualité énergétique, c'est le même. Le navire combine l'utilisation de GNL, donc du gaz naturel liquéfié, avec du carburant marin traditionnel. Et le GNL, c'est beaucoup plus propre, c'est ça? Chimiquement, c'est un avantage majeur, ouais. Sa combustion élimine presque totalement les émissions d'oxyde de soufre et ça réduit drastiquement les particules fines et le CO2 pendant les longues traversées. Ok, c'est déjà un bon point. Mais l'innovation ne s'arrête pas à la salle des machines. Le truc qui est vraiment brillant, c'est qu'ils ont intégré leur propre technologie d'entreprise à bord du navire. Non. Ils ont quand même pas installé leur propre batterie de voiture dans le bateau. Eh bien si, enfin, le concept est le même, mais à une échelle industrielle, quoi. Le navire est équipé de gigantesques blocs batteries modulaires. Waouh! Parce qu'il faut comprendre qu'un navire de cette taille, il a ce qu'on appelle une charge hôtelière massive. Une charge hôtelière? Ouais. Même quand le moteur principal est éteint à quai, t'as besoin d'électricité. Pour la ventilation des cesspons, l'éclairage, l'informatique, les espaces de vie de l'équipage. Ah ouais, c'est une petite ville en fait. Exactement. Et traditionnellement, on fait tourner des petits générateurs diesel très polluants pour fournir cette énergie à quai. Sauf qu'ici, ce sont les batteries qui prennent le relais. Elles fournissent l'énergie à quai ou lors des manœuvres dans les zones portuaires où les émissions sont super réglementées. Mais c'est génial! Donc, la technologie de batterie qu'ils vendent dans leur voiture, elle sert à annuler une partie de la pollution générée par transport de ces mêmes voitures. La boucle est bouclée. C'est une synergie redoutable. Absolument. Et ils poussent l'optimisation encore plus loin. Ils ont installé un générateur attelé, ce que l'industrie appelle un shaft generator system. Ok, ça marche comment ça? Pour faire simple, l'arbre d'hélice du navire, la grosse pièce cylindrique qui relie le moteur à l'hélice, quand elle tourne pour faire avancer le navire, elle génère une énergie cinétique de dingue. Le générateur attelé va récupérer une partie de cette énergie rotative pour produire de l'électricité en continu pendant qu'il navigue. Ah, mais c'est exactement le même principe que le freinage régénératif sur une voiture électrique. Tu sais, le truc qui recharge la batterie quand tu roules. Mais là, c'est appliqué à l'hélice d'un bateau de 220 mètres. C'est l'analogie parfaite. Et du coup, quand tu combines le GNL, les blocs batteries pour les phases à quai et ce générateur attelé, le résultat, il est mathématique. Les émissions de carbone globales du navire sont réduites de plus de 30% par rapport à un transporteur traditionnel. 30% sur 88 000 tonnes! C'est un volume d'émissions évitées qui est juste colossal. Bon, réduire l'empreinte carbone, c'est excellent pour les relations publiques, on va pas se mentir, mais soyons réalistes 2 secondes. On ne débloque pas des milliards pour construire des navires gigantesques par pure conscience écologique. Si on gratte un peu sous la peinture verte du navire, quel est le vrai moteur financier derrière toute cette opération, quoi? Ouais, t'as tout compris. L'écologie, c'est un effet secondaire très heureux. Mais le vrai nerf de la guerre ici, c'est l'économie d'échelle. Et surtout, l'indépendance financière absolue. C'est-à-dire? En fait, l'industrie du transport maritime de liquide, c'est un marché de niche. Il y a un nombre assez limité de navires transporteurs de voitures dans le monde. Donc les compagnies maritimes qui possèdent ces flottes, elles détiennent un pouvoir de tarification qui est énorme. Surtout avec les pénuries logistiques mondiales qu'on a connues récemment. Au fond, c'est exactement la même dynamique que dans l'immobilier, non? Tu paies un loyer exorbitant pendant des années pour louer des bureaux,
Et à un moment donné, ton directeur financier te dit « Bon les gars, c'est infiniment plus rentable d'acheter l'immeuble entier. » C'est tout à fait ça. Et surtout, l'argent que tu jettes plus par les fenêtres dans le loyer, il te sert à construire un deuxième immeuble, puis un troisième. C'est la dynamique exacte qui s'est opérée pour BYD. Avant d'avoir sa propre flotte, l'entreprise était complètement dépendante des aléas des toutes frettes maritimes. Il devait louer des emplacements sur les navires d'autres compagnies. Et les tarifs étaient devenus carrément punitifs. Genre combien ? Pour expédier un seul et unique véhicule à travers l'océan, ça leur coûtait environ $2000. $2000 par voiture, mais c'est délirant. Sur un véhicule que tu vends, 30 000 ou 40 000 $, c'est une part massive de ta marge bénéficiaire qui s'évapore en pleine mer, avant même d'arriver chez le concessionnaire. Et pour une entreprise qui a une stratégie d'expansion mondiale hyper agressive, c'est juste insoutenable. Donc, en devenant armateur de ses propres navires, l'entreprise a bouleversé son propre modèle économique. Le coût logistique, il a été divisé par 2. Par 2. Ouais. Et il est passé de $2000 à environ $1000 par véhicule. Attends, faisons le calcul mentalement là, parce que c'est là que l'échelle du truc donne le tournis. On passe de 2000 à $1000, donc on parle de $1000 d'économie nette par unité. Tout à fait. Sachant que le BID Shenzhen peut charger 9200 voitures. Ça veut dire qu'à chaque trajet, c'est une économie de 9,2 millions de dollars. Et ouais, c'est là qu'on capte vraiment l'ampleur du projet. 9,2 millions de dollars de marge récupérée par trajet. Et en navire comme ça, il fait plein de rotations intercontinentales chaque année. Donc on parle de dizaines de millions d'économies. Sur 12 mois, ouais. Le navire commence hyper rapidement à s'autofinancer et à terme, les marges dégagées par les premiers navires payent intégralement la construction des navires suivants dans les chantiers navals. C'est une vraie machine à imprimer du profit logistique, quoi. Et on sait que c'est pas un coup d'essai, hein. Dès janvier 2024, le tout premier navire de cette flotte, qui s'appelait très astucieusement Explorer No. 1, il avait déjà été lancé. Oui, à l'époque, il transportait 5000 véhicules vers l'Europe. Voilà, et aujourd'hui, en 2026, avec le recul, on voit bien que ce premier bateau, c'était juste un coup de semonce. L'offensive est bien plus vaste. Le plan stratégique global est pharaonique. L'objectif final, c'est de mettre en service une armada privée de 8 navires au total. 8 navires de cette taille ? Ouais. La flotte sera divisée en 2 catégories. Tu auras des navires de 7000 places et des géants comme le Shenzhen, capables d'avaler 9200 véhicules. Mon Dieu. Une fois ce plan achevé, la flotte privée aura la capacité d'expédier plus d'1 million de véhicules par an à travers le monde. 1 million de véhicules. Mais attends, pour bien contextualiser cette puissance de feu, pour ceux qui nous écoutent, faut regarder les chiffres récents. Sur toute l'année 2024, l'entreprise avait exporté environ 433 000 véhicules. C'est ça, ce qui était déjà énorme. Oui, c'était une croissance de ouf, plus de 71% par rapport à 2023. Mais ça représentait encore que 10% de leur vente totale. Donc là, avec une flotte capable d'exporter 1 million d'unités, ils construisent délibérément l'infrastructure pour doubler ou tripler leurs exportations actuelles. Et surtout sans jamais avoir à demander l'autorisation ou un devis à une compagnie tierce. C'est une indépendance de dingue. Mais cette indépendance, elle cache un aspect encore plus stratégique, non ? Un truc qui dépasse largement la simple économie sur le transport. C'est là que l'ingénierie navale rencontre la géopolitique pure et dure. Ouais, je te rejoins complètement. C'est le cœur du sujet. Et c'est précisément la clé de l'énigme qu'on a posée au tout début de l'analyse. Quand tu comprends la dynamique de ces coûts, tu as une vraie illumination. Le BYD Shenzhen, avec ses 16 ponts, son moteur hybride, c'est pas juste un bateau pour amener un produit d'un point A à un point B. C'est littéralement une arme économique. Complètement. C'est un bouclier tarifaire. Il est conçu pour absorber et anéantir l'impact des guerres douanières. Le terme bouclier tarifaire est parfait. Quand on analyse le commerce international automobile aujourd'hui, les taxes d'importation, c'est l'arme de destruction massive des gouvernements. Ils l'utilisent pour protéger leurs propres constructeurs nationaux. Bien sûr. Par exemple, à l'entrée sur le marché européen, ces véhicules chinois font face à cette fameuse taxe douanière punitive fixée à 27%. 27% de pénalité sur le prix de chaque véhicule qui touche le sol européen. Faut bien se rendre compte à quel point c'est destructeur. C'est énorme. Les marges traditionnelles dans l'industrie automobile classique, elles tournent souvent autour de 5 à 10% au mieux. Donc une taxe de 27%, ça efface totalement ta marge. Ça te plonge dans le rouge vif et normalement ça force le constructeur à augmenter son prix de vente à un point où la voiture devient invendable face à la concurrence locale. C'est le but exact d'une barrière douanière. C'est conçu pour être létal pour le modèle économique de l'importateur. Mais c'est là que l'avantage d'une flotte privée entre en jeu et court-circuite la géopolitique.
malgré ce fardeau de 27%, l'entreprise arrive toujours à dégager des bénéfices confortables en Europe. Parce que la mécanique financière est implacable. Vu qu'ils ont réduit leur coût logistique de 1 000 $ par véhicule grâce au Shenzhen, ce sont ces 1 000 $ d'économie brute qui viennent agir comme une éponge géante. Exactement, c'est ça. Cette économie massive, elle absorbe le choc de la taxe douanière. Ils ont compensé la pénalité géopolitique en devenant les maîtres absolus de la logistique océanique. Ça démontre brutalement qu'aujourd'hui, avoir l'usine la plus robotisée et performante du monde, ça suffit plus du tout. Non, ça suffit plus. L'usine, en fait, c'est plus qu'une pièce du puzzle. Si je devais synthétiser tout ça, je dirais que la véritable puissance industrielle moderne, elle se mesure plus à la sortie de la ligne d'assemblage. C'est fou de se dire ça. Mais c'est vrai. L'avantage compétitif ultime, la seule chose qui permet de survivre aux guerres commerciales, c'est le contrôle absolu, souverain et ininterrompu de la totalité de la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Le produit final, que ce soit une voiture électrique ou n'importe quel autre bien technologique, c'est presque un prétexte, tu vois. La vraie valeur est dans l'infrastructure titanesque créée pour livrer ce produit. C'est un renversement total de la manière dont on envisage l'industrie. Et franchement, ça nous laisse sur une interrogation profonde. Un truc que ceux qui nous écoutent peuvent garder en tête en observant l'actualité des prochains mois. Laquelle ? Si un simple fabricant d'automobiles se retrouve obligé de muter en l'espace de quelques années pour devenir un conglomérat maritime colossal, juste pour survivre aux taxes et vendre ses produits, à quel moment précis cette entreprise cesse d'être un constructeur de voitures pour devenir en réalité un empire logistique mondial déguisé ? C'est une super question. Je suis convaincue que la frontière entre les deux statuts est en train de s'effacer complètement. Ouais, clairement. Et ça soulève une question encore plus vaste pour l'avenir du commerce global. Face à la montée du protectionnisme, quelles autres industries devront, demain, construire en urgence leur propre flotte privée et leurs propres infrastructures planétaires pour espérer survivre à l'échiquier des taxes douanières ? Ça, c'est une pensée fascinante qui remet vraiment tout en perspective. On a commencé ce décryptage avec l'image statique d'une usine d'assemblage terrestre. Mais il est désormais hyper évident que l'avenir de l'industrie et la guerre pour la suprématie économique, ça va se jouer sur l'eau à bord de monstres d'acier de 88 000 tonnes. Sans aucun doute. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse technique et géopolitique aujourd'hui. Et un grand merci à notre audience de nourrir cette curiosité qui est essentielle pour comprendre les rouages invisibles de notre économie. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans ce qui façonne discrètement notre monde.